Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire de la Semaine de la Transformation Julie Esterwen. Donc, la Semaine de la Transformation Julie Esterwen, dédiée cette année au chemin de la performance durable. Ce sont des webinaires et des rencontres pour justement vous proposer de construire votre chemin de la performance durable. Cet après-midi, nous avons un webinaire autour de l'expérience client et de l'expérience collaborateur qui vous est présenté par David Lagarrigue. Merci Judith. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir cet après-midi pour ce webinaire qui s'annonce passionnant. Alors, quelques petites, bien sûr, règles de vie en communauté dans le cadre du webinaire. Assurez-vous que tous les micros soient bien coupés pour que bien sûr, nous n'ayons pas de perturbations. En revanche, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser directement, comme c'est affiché à l'écran, le panneau questions. Judith suivra avec attention les questions que vous pourriez vouloir nous poser tout au long de ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas. Et puis également, comme vous le voyez à l'écran, si jamais vous avez des petits problèmes de son, cliquez sur la petite flèche orange qui va vous permettre d'accéder au panneau audio et de paramétrer éventuellement le haut-parleur ou le casque si vous utilisez un casque. Voilà, ça c'était les petites informations de connexion. Je voulais également vous présenter très rapidement Juliette Sterwen, que vous connaissez certainement déjà. Donc, cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation, nous sommes aujourd'hui 500 collaborateurs et collaboratrices au sein du cabinet, avec une forte croissance. Et en fait, la spécificité de Juliette Sterwen, c'est de croiser à la fois une approche d'accompagnement business, sur les transformations business, mais aussi d'accompagnement sur les transformations people. Et on le verra dans le cadre de notre webinaire aujourd'hui, on va justement essayer de voir comment croiser les deux, et puis bien évidemment aussi sur tout ce qui va être transformation digitale et agile. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de commencer tranquillement ensemble ce webinaire et je vais pouvoir vous présenter nos intervenants et intervenantes de cet après-midi. Donc, sur ce webinaire Expérience client, expérience collaborateur, nous avons choisi d'inviter avec nous Arthur Mellerio, directeur transformation, expérience client et collaborateur au sein du Crédit Agricole Alpes-Provence. Bienvenue Arthur. Également, bonjour à tous. Également Stéphane Goris, directeur transformation et QHSE, recyclage et valorisation des déchets au sein de Veolia France. Bonjour Stéphane. Bonjour David, bonjour à tous. Et enfin, Laetitia Poeta, directrice chez Juliette Sterwen. Et Laetitia est spécialiste justement de tout ce qui est expérience client et collaborateur. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors, bienvenue à tous les quatre, bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignez. Je garde un œil, voilà, il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Alors, pour une fois, j'ai envie de commencer ce débat en commençant par la fin, justement, et en allant directement poser la question à chacun d'entre vous. Expérience client, expérience collaborateur, est-ce qu'on parle de sujets complémentaires ou est-ce que c'est complètement antinomique? Et j'ai bien envie, Arthur, de commencer avec toi parce que quand on écoute ce titre que tu as, directeur transfo et expérience client collaborateur, on a l'impression que tu as déjà des éléments de réponse. Oui, je vais pas te mentir. C'est vrai que si on a réuni clients et collaborateurs dans la même direction, c'est qu'on a la conviction que ça se fait en même temps. Pour nous, en fait, c'est le même sujet vu d'un prisme un peu différent. C'est-à-dire que tout ce qu'on construit, tous les produits qu'on construit, tous les process qu'on modifie, toutes les offres qu'on lance ont un client. Quelquefois, ce client est un client de la banque, dans mon cas, et quelquefois, c'est un client interne, c'est un collaborateur. Notre boulot, ça va être de se débrouiller pour que l'expérience de tout ce qu'on construit soit parfaite, indépendamment du fait que ce soit un client ou un collaborateur. Je vais te donner un exemple dans ce qu'on fait au jour le jour. On a construit en interne, là, dans ma direction, des personas au format physique, cartonné, format A4, qui vont représenter les gens pour qui on travaille. Et donc, j'ai des personas clients, j'ai des personas collaborateurs, et dans une salle de réunion comme celle dans laquelle je suis aujourd'hui, on a systématiquement le persona pour qui on bosse. Donc, il est assis à côté de nous, et si c'est un client, on bosse pour ce client, on est tous au clair sur le fait
on doit se concentrer sur l'expérience de cette personne-là. Il s'appelle Michel, David, Arthur. Et si c'est un collaborateur, on va travailler pour ce collaborateur. Donc pour moi, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Très clair. Merci Arthur. Du coup, Stéphane, je me tourne vers toi. Même question. Est-ce que tu as la même réponse qu'Arthur ou une réponse un peu différente? Avant de rentrer complètement dans la sphère professionnelle, j'ai envie de rentrer dans la sphère personnelle. On a tous vécu une expérience d'être dans un café, d'avoir un employé plutôt souriant, agréable qui nous sert, et puis il se fait engueuler par son patron le patron peut se retourner vers nous après, nous faire un grand sourire et essayer d'être sympa avec nous. Pour autant, on sent intimement qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a une dissociation vraiment entre l'expérience client, ce qui est voulu d'être vécu par le client, et ce qu'on a été témoin autour de l'expérience collaborateur. Et ça montre bien que il n'y a pas d'étanchéité vraiment entre les deux, et que l'un nourrit l'autre, et que ce qui peut être vécu dans un endroit est vécu dans l'autre. Chez nous, chez Veolia, on le vit aussi très bien quand on a une promesse employeur qui est assez riche, qui veut faire venir nos collaborateurs sur transformer le monde d'un point de vue environnemental, la transformation écologique, etc. Et on se retrouve avec un client qui nous dit non, moi ce que j'attends de vous, c'est que vous serriez seulement les coûts et l'aspect environnemental, c'est pas ce que j'attends aujourd'hui de Veolia. On a des collaborateurs qui se retrouvent mal à l'aise parce qu'ils sont pas nourris dans leur relation client sur le sujet. Donc voilà, quel que soit un peu l'angle dans lequel on prenne le sujet, on voit bien que les deux se nourrissent l'un l'autre toujours à un moment. Très clair aussi, merci beaucoup. Et du coup, Laetitia, on va prendre un peu le regard d'experte. Est-ce que tu partages l'avis d'Arthur et Stéphane, ou est-ce que tu vois d'autres nuances par rapport à cette première question? Moi, je le partage complètement, et j'ai été assez convaincue par le concept qui a été théorisé par Vinette Nayar dans son livre Employees First, Customers Second, dans lequel il explique la transformation qu'il a engagée dans son entreprise, HCL Technologies, un leader de la tech en Inde. Quand il a voulu redynamiser la dynamique commerciale de l'entreprise et la placer en position de leader, il a souhaité finalement commencer par remettre les employés au centre, faire en sorte qu'ils soient au cœur du projet d'entreprise, les associer à ce projet, aller à leur écoute, écouter leur feedback, en tenir compte. Parce que les écouter, c'est bien, mais vraiment en tenir compte, c'est encore mieux, pour faire en sorte aussi de les mettre en position de responsabilité et d'attention vis-à-vis de leurs clients. Et c'est à ce prix-là et avec ces efforts-là qu'il a réussi à relancer son entreprise. Et je pense que dans notre quotidien, en tant que consommateur, on a tous vécu ces situations où on est en contact avec un service client, que ce soit dans la téléphonie, l'énergie, la banque ou l'assurance. On est en lien avec un conseiller qu'on sent un peu en panique derrière son écran, en train d'essayer de chercher les informations qui vont lui être utiles pour résoudre notre problème. On l'entend cliquer frénétiquement, nous demander de patienter parce que son informatique rame. Et on sent le malaise croître au fur et à mesure que notre impatience augmente, voire ça commence à tendre la relation et tendre le climat de l'appel, parce qu'on sent aussi que lui, il est sous contrainte, parce que bien souvent, ses appels sont chronométrés. Et quand on voit l'envers du décor, quand on voit comment ces collaborateurs travaillent, les outils qu'ils ont à leur disposition, souvent le multi-écran avec des informations à croiser, des outils informatiques qui ne sont pas toujours au top de l'ergonomie, on comprend qu'un conseiller clientèle n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour se mettre en empathie et en complète écoute avec son interlocuteur. Donc oui, moi je suis convaincue que l'expérience vécue par les clients, elle est complètement tributaire de l'expérience du collaborateur qui est en train de le servir. Très bien, merci beaucoup. Alors, du coup, une fois qu'on se dit que les deux, en effet, sont de face d'une même pièce, comme le disait Arthur, ou sont complémentaires, concrètement, en entreprise, on commence comment? C'est-à-dire sur quel sujet on va travailler, selon vous, en premier, qui peut derrière avoir un effet de ricochet sur l'autre, parce que c'est un peu la poule en fait. Est-ce que je commence par travailler sur l'expérience de mes collaborateurs en espérant que ça va influencer positivement l'expérience de mes clients, ou est-ce que je me focalise d'abord sur l'expérience client en me disant que
ça viendra par ricochet influencer l'expérience collaborateur. Stéphane, quel est ton avis, toi, chez Veolia, concrètement? Comment vous l'abordez? Ce sujet-là, il est complètement intermêlé et on ne peut pas tout miser sur l'un en espérant que ça attire l'autre et tout miser sur l'autre en espérant, enfin voilà, inversement. C'est vraiment dans une logique de spirale vicieuse ou spirale vertueuse où la bonne expérience client va nourrir l'expérience collaborateur et réciproquement. Et pour nous qui sommes dans des métiers vraiment de service et de proximité, je pense que c'est vraiment en premier lieu, il faut le premier ticket à tirer, c'est celui de l'expérience collaborateur, parce que derrière, on a toujours un collaborateur qui se retrouve en front avec un client, en contact avec un client, et dans toute son approche, dans tout ce qu'il vit, même dans sa communication non verbale, etc., s'il n'est pas complètement à l'aise et complètement en phase avec ce qu'il vit en tant que collaborateur, le client, de manière objective ou subjective, va dire je le sens pas. Enfin, il y a quelque chose qui est décentré. Et donc, je dirais commencer par l'expérience collaborateur, mais surtout miser sur les deux en même temps. Et justement, est-ce que tu as un exemple finalement d'une expérience concrète menée auprès des collaborateurs qui est venue changer l'expérience ou en tout cas la vision client pour illustrer un petit peu ce que tu viens de nous dire? Oui, un exemple très intéressant. Alors, dans nos métiers, on a par exemple toute la collecte de propreté urbaine, c'est ramasser vos bacs gris et jaunes qui sont devant chez vous. Et nos collaborateurs, dans leur expérience, c'est très difficile de traiter, par exemple, les points noirs, c'est-à-dire des endroits où ils ont du mal à retourner le camion pour repartir sur une voie sans issue, ou un endroit où il y a toujours une voiture qui est mal stationnée. Et ça, c'est pour eux, dans un métier récurrent comme le nôtre, ça revient tout le temps et c'est très difficile dans leur expérience collaborateur parce qu'ils vivent mal leurs conditions de sécurité, ils vivent mal l'exécution de leur service. Et on a fait un certain nombre d'endroits, une petite logique de vie ma vie avec des clients où on a invité les maires à venir, et ils se sont prêtés au jeu, à venir monter dans la cabine et aller vivre avec nos collaborateurs la tournée pendant 1 heure ou 2 heures pour voir vraiment la réalité de ce à quoi sont confrontés nos collaborateurs. Ça a été extraordinaire du point de vue des deux expériences. C'est que quand on est avec le maire dans son bureau, qu'on lui explique qu'on a des points noirs et qu'il faut qu'on les traite, il dit oui, bah ok. Ensuite, quand on lui montre sur le terrain que c'est Madame Michu qui a mal garé sa voiture, etc., ça renverse complètement et il y a une transposition de la part du client pour se dire mais ouais, mais là c'est juste pas possible ce à quoi on les confronte. Et donc il y a une attention sur le sujet pour aider le collaborateur dans son expérience qui est extraordinaire. De l'autre côté, du point de vue expérience collaborateur, d'avoir été 2-3 heures avec le maire, d'avoir pu expliquer ce qu'il fait, etc., il y a un aspect de valorisation pour le collaborateur qui est extraordinaire. Donc l'un vient nourrir l'autre. Enfin, voilà, en termes de motivation pour nos collaborateurs, de faire avancer nos plans d'action avec nos clients, c'est absolument fantastique comme sujet. Et c'est pas un truc très compliqué pour nous à mettre en œuvre, mais on voit bien que l'un nourrit l'autre, encore une fois. Oui, très clair. Et du coup, oui, c'est intéressant parce qu'on aurait plutôt tendance à se dire qu'on va essayer de faire vivre à des collaborateurs une expérience client pour se mettre à la place de leurs clients. Là, ce que tu nous dis, finalement, on l'a fait dans l'autre sens pour qu'il y ait aussi une prise de conscience sur la qualité de service qui est délivrée derrière et de se dire à un moment donné, j'ai des besoins en tant que maire, mais il y a aussi une réalité sur le terrain qui fait qu'il y a des choses qu'on peut faire et puis il y a des choses qui sont plus difficiles à faire. Merci. Et du coup, Arthur, on est aussi dans la banque plutôt sur du service. On va parler aussi de personnes qui vont être en front face à un client. Toi, ton avis sur la question, c'est lequel? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par travailler sur l'expérience client ou plutôt sur l'expérience collaborateur? Ouais, je vais être très honnête. Si on devait recommencer de zéro, oui, je travaillerais d'abord sur l'expérience collaborateur parce qu'elle va entraîner l'expérience client après. Mais nous, on travaille avec un historique de plusieurs dizaines d'années, quasiment une centaine d'années. On ne peut pas tout recommencer à zéro, tout revoir de frais. Donc, on va faire un peu feu de tout bois. On va recommencer là où on est le plus décalé, là où l'expérience est la plus mauvaise. Si c'est côté collab, on va commencer côté collab. Si c'est côté client, on va commencer côté client. On va plutôt aller à l'opportunisme.
D'accord. Et du coup, bah, alors on va essayer de prendre un exemple et puis tu vas nous dire comment tu l'adresses. Imaginons qu'on soit dans le secteur bancaire, imaginons par hasard qu'on soit au Crédit Agricole et puis plutôt dans la région sud-est, ça va te parler. J'imagine que la problématique qui évoquait Laetitia un petit peu tout à l'heure, entre le front et le back-office vis-à-vis du client, c'est pas toujours complètement fluide. Est-ce que tu as des situations comme ça où vous avez pu réfléchir à comment améliorer à la fois l'un ou à la fois l'autre, c'est-à-dire côté collaborateur qui vit des choses pas forcément simples, surtout que ce soit en front ou en back, et puis côté client qui attend des réponses et puis qui ne comprend pas pourquoi on ne lui apporte pas ces réponses. Ouais, c'est intéressant en fait ce que tu dis parce que du coup, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un sujet sur lequel on arrive à travailler les deux. Nous, on s'est rendu compte de quelque chose assez tardivement, il y a quelques années, c'est que les avis Google comptent même pour les banques. C'est-à-dire qu'un client qui vient s'installer dans un petit village de Provence et qui va chercher une banque, il va d'abord aller sur Google et regarder les banques de son village et dire laquelle est la mieux notée. Et ça a un peu surpris tout le monde ici. Ils se sont dit, mais attends, ça veut dire que en fait, l'expérience qu'on fait vivre et l'expérience que notent nos clients, elle compte dans le choix qu'ils en font et elle compte vraiment. Et là, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est le front s'est assez vite rendu compte que les notes, elles étaient visibles et qu'ils pouvaient agir dessus. Et là, ce qu'on a essayé de mettre en place dans la boîte, c'est un système de posture avant de retransformer les process, les outils, de refaire des courbes d'expérience, etc. Vraiment de posture, de se dire, mets-toi en posture d'avoir un client. Si tu es en agence, tu as un client de l'agence qui vient te voir, comment tu te débrouilles pour avoir la meilleure expérience. Et si tu es au siège et que tu as quelqu'un d'une agence au téléphone, comment tu te mets en situation de lui parler parce que c'est ton client. Et là, on a fait un énorme travail sur les postures pour apporter une vraie posture de service, une posture d'expérience, une posture de transparence qui est valable à la fois pour le siège et à la fois pour le réseau, donc pour les collaborateurs et pour leurs clients. Et ça a très bien marché, justement parce que chacun a pris conscience de, au-delà des process, au-delà des outils, au-delà des produits qu'on vend, de la manière dont on se comporte nous-mêmes, comment on va améliorer l'expérience de notre client. Encore une fois, que ce client soit un client de la banque ou un collaborateur de la banque. D'accord. Et du coup, merci beaucoup Arthur, je vais me tourner vers Laetitia. Quel est à nouveau, toi, ton avis avec peut-être le recul, l'expertise que tu peux avoir chez différents clients, tout ce que tu as pu constater sur cette. Est-ce qu'on est plutôt sur une approche d'abord nos collaborateurs et puis forcément ça viendra influencer derrière l'expérience client, ou est-ce que c'est sectoriel? Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent bah non, on commence d'abord par les clients et puis on espère que par ricochet? Quelle est un peu ta vision? Alors, j'ai une vision, on va dire, idéaliste qui serait de dire les deux, mon capitaine. Il faut s'attaquer aux deux pendant. Malgré tout, la réalité, elle est un peu celle que décrivait Arthur. C'est que je pense que ces dernières années, et notamment dans tous les projets de digitalisation, on a voulu d'abord faire des choses visibles du client, apporter des améliorations visibles et concrètes pour le client. Et on s'est attaché finalement à cette expérience-là. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas oublier toute la mécanique qui sous-tend l'expérience et qui contribue globalement à l'expérience du client, parce que quand on lui propose des super services en ligne ou un super site de e-commerce, si derrière les processus, les outils, le mode de management, le pilotage de l'activité ou la posture des collaborateurs qui vont traiter ces demandes ne sont pas alignés pour qu'on soit en capacité de délivrer la promesse qu'on fait à ce client quand il vient chez nous, quand il choisit cette banque ou ce fournisseur d'énergie, eh bien, on va avoir un vrai décalage et une vraie déception. Et je pense qu'on est encore dans les projets de transformation des parcours clients, on occulte encore un petit peu trop cette question qui est: est-ce que les collaborateurs qui contribuent à ce parcours client ont tous les moyens à leur disposition pour concrétiser la promesse et l'expérience telle qu'on l'imagine. C'est un peu ce que décrivait Stéphane aussi avec ses points noirs dans les tournées.
Certes, sur le papier et en théorie, la tournée peut se faire peut-être en 2 heures, mais s'il y a le parcours est semé d'embûches sur une journée, le service va considérablement être dégradé. Si je prends un exemple dans le secteur de la banque que connaît bien Arthur, on sait que depuis plusieurs années, toutes les grandes enseignes ont fait un effort considérable pour redesigner, relooker leurs agences, améliorer l'accueil, faire des agences plus design, plus ouvertes, plus transparentes. Ça a contribué à la fois à l'expérience du client quand il vient en agence et à l'expérience des équipes qui y travaillent, avec aussi la volonté de sortir le conseiller de son bureau, faire en sorte d'avoir des espaces de travail plus collaboratifs pour que l'agence et toute l'équipe puissent travailler ensemble pour l'intérêt des clients. Néanmoins, sur des moments clés comme l'ouverture d'un compte ou la souscription d'un crédit immobilier, si le client dans son parcours rencontre des complexités, des difficultés, a du mal à avoir un suivi sur son dossier, obligé de relancer son conseiller, voilà, ça génère du stress. Est-ce que ce qu'il va garder dans son expérience, c'est le souvenir de l'accueil qui était super sympa à l'agence, dans cette belle agence, ou est-ce qu'au contraire, il va garder tous les désagréments qu'il a eus et le stress que ça a généré, la peur de ne pas concrétiser son achat immobilier, etc. Dans un moment clé comme celui-ci, quand on est en train de poser les bases de la confiance dans une relation telle que la relation entre un conseiller bancaire et son client, ça peut justement poser difficulté et créer un désalignement finalement entre l'image que la banque veut donner et le vécu du client. Donc, moi, je trouve qu'il y a une approche qui est assez puissante dans ces situations-là, c'est de travailler autour de l'excellence opérationnelle et l'amélioration des processus en se basant sur la voix des parties prenantes, à la fois des clients et des collaborateurs, pour chercher à améliorer les conditions d'exécution des collaborateurs, mais aussi qui permettent d'éradiquer les irritants clients. Et je trouve que de cette façon-là, on s'attaque finalement aux fondamentaux de la satisfaction client, on pose un socle assez solide pour ensuite aller chercher un effet waouh dans l'expérience et un peu plus poussé. D'accord, merci. Et alors du coup, j'ai bien envie de continuer à creuser sur ça en vous soumettant un exemple qui devrait parler à tout le monde. Si on prend le défi environnemental, voilà, un sujet d'actualité, où on voit qu'il y a quand même un certain nombre de mentalités à faire évoluer, aussi bien, alors pour le coup, chez des clients, chez des collaborateurs. Donc, à partir du moment où l'entreprise souhaite relever ce défi, en fait, concrètement, comment on peut faire? Comment on éduque nos collaborateurs, comment on éduque aussi nos clients, parce que ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui vont changer certainement dans la manière dont on va répondre à leurs besoins. Du coup, je reste avec toi, Laetitia, en lien avec ce que tu viens de dire à l'instant. Finalement, voilà, en prenant cet exemple-là, c'est quoi le constat? Est-ce qu'il y a une manière d'adresser qui semble plus évidente que l'autre ou pas forcément? Alors, moi, je pense que sur ce sujet-là, finalement, en tant que collaborateur ou en tant que consommateur, il y a une vraie quête de sens qui s'exprime plus ou moins fortement, qu'on observe encore plus chez les jeunes générations et chez nos jeunes consultants, par exemple. Effectivement, tout ce qui tourne autour de la protection et de la défense de l'environnement, ça fait partie de ces sujets de préoccupation qui sont un peu assez importants. Et pour moi, ce qui compte pour l'entreprise, c'est surtout la crédibilité, la congruence des actes. C'est-à-dire que si l'entreprise ne fait que surfer, entre guillemets, sur la vague, mettre en avant ses actions de protection de l'environnement parce que c'est un argument marketing qui marche aujourd'hui et qui répond aux attentes de ses clients, mais si en fait elle ne repense pas en profondeur sa façon de gérer ses déchets, de produire, ses méthodes de production ou sa consommation d'énergie, à un moment donné, le décalage se voit et ça crée une vraie déception à la fois pour l'image de marque, mais aussi en interne, avec une déception par rapport à la promesse qui a pu être faite sur la marque employeur. Donc, je pense que à contrario, si l'entreprise est vraiment vertueuse, cherche à s'engager dans cette transformation,
il faut qu'elle le fasse en embarquant ses collaborateurs, en les formant aux enjeux et aux objectifs et aux impacts que ça peut avoir sur le service délivré aux clients ou sur les produits. Et de cette manière, elle va faire que ça va l'aider à faire en sorte que ses collaborateurs soient des ambassadeurs de cette démarche et puissent aussi porter et accompagner la transformation auprès des clients. Je prends des exemples, par exemple sur la dématérialisation des factures, des relevés de comptes bancaires, des relevés de prestations en assurance. Aujourd'hui, produire moins de papier, c'est devenu un geste naturel, mais ça s'explique aux clients, ça s'explique assez facilement et ça s'accompagne d'un discours pour montrer en quoi ce geste, qui est assez petit à titre individuel, permet finalement de contribuer à un enjeu qui est bien plus grand. Et est-ce que tu as un exemple d'entreprise qui, du coup, le gère d'une manière un peu, voilà, qui sort peut-être un peu plus ordinaire, parce que la démat des factures, bon, ça fait quand même un certain temps qu'on parle de dématérialisation. C'est quoi un peu d'autres manières de l'adresser, surtout quand on est dans la prise de conscience? Alors, je peux partager, par exemple, une initiative qui a été lancée chez Julius Sterwen, mais que d'autres grands groupes, d'autres groupes et des grands groupes comme EDF, par exemple, ont adopté. C'est l'initiative. Ils se sont basés sur une démarche et un atelier qui est proposé par une association qui s'appelle La Fresque du Climat, qui a été créée en 2018 par Cédric Rindenbach, qui en fait a développé toute une méthode sous forme de jeu qui permet de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du dérèglement climatique et qui permet de comprendre les origines humaines, naturelles du dérèglement et d'ouvrir le débat sur les solutions qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle de l'entreprise ou à titre individuel. Et ce genre d'initiative menée, par exemple, au cours d'un séminaire en entreprise, ça permet de nourrir à la fois la conscience écologique du collaborateur ou du consommateur que nous sommes tous. Fresque du climat. Merci Laetitia. Alors Stéphane, j'imagine que chez Veolia, là on est quand même sur un sujet de fond et qui ne doit pas être nouveau. Mais du coup, voilà, ce serait intéressant d'avoir ton retour sur la question. Oui, alors chez nous, chez Veolia, j'ai envie de prendre deux angles. Le premier, c'est on est une grosse entreprise, on est coté au CAC 40. Il y a une prise en compte de plus en plus forte sur les grands groupes comme les nôtres pour pouvoir être financés de toute la notation ESG, toute la notation non financière, où les sujets environnementaux sont absolument essentiels. Et donc, pour répondre à ce sujet-là, notamment, mais bien au-delà, et ça sera mon deuxième point, le groupe s'est doté d'une raison d'être qui a pour but de répondre à toutes ces parties prenantes, et notamment sur le sujet environnemental vis-à-vis de la planète, d'être économe en ressources, etc. Aujourd'hui, ce sujet-là, c'est une attente forte de la part de nos clients, c'est une attente forte de la part des marchés, et on y répond. Le deuxième côté de la pièce, c'est que ça devient en même temps notre promesse employeur. Et qu'on est vraiment dans la capacité à dire, on a vraiment une unicité entre la vocation, la raison d'être de l'entreprise. C'est ça que vous venez adopter, c'est ça que vous allez vivre chez nous. Alors, il y a des bons exemples et des mauvais exemples. Ce que disait Laetitia, la jeune génération a un besoin de sens est très important. Et donc nous, par exemple, par la nature même de notre métier, on attire plein de monde. Eh bien, si on amène notre jeune collaborateur, par exemple, écoute, tu vas commencer par te lever à 5 heures du matin pour aller t'occuper des camions de gasoil qui vont faire la collecte des déchets, si on ne lui promet pas quelque chose en termes de transformation sur ce sujet-là, c'est sûr que son expérience collaborateur, elle va être déphasée par rapport à la promesse employeur et par rapport à la promesse client, et on ne va pas le garder. Et donc, on est vraiment sur la manière dont on doit aussi faire évoluer ces métiers-là. Ça, c'est l'exemple peut-être un peu négatif, parce qu'on en a effectivement qui nous quittent autour de ça. Une expérience positive, c'est, on s'est dit, tiens, par exemple, on a un collaborateur qui s'est saisi de lui-même des sujets préservation de la biodiversité et des milieux.
et qui, sur son site, alors nous on fait des choses aussi pour accompagner là-dessus, on a toute une démarche un peu lourde, mais lui était un peu en avance de face parce que c'était son goût personnel. Et s'est dit, mais là j'ai un territoire d'expérimentation, et sur son site, dans le Jura, il a commencé à développer un tas d'actions. Puis à un moment, il s'est dit, bah tiens, ce serait bien que je le partage à mon client. Et le client, il a trouvé ça, au début il a été surpris, et il s'est dit, mais tiens, pourquoi ils font ça comme ça? C'est une collectivité. Et la collectivité, après, a dit, mais en fait, ils ont raison, c'est complètement en phase. Et si j'ai choisi Veolia, c'est justement parce qu'il y a cette raison d'être, etc. Et aujourd'hui, ce collaborateur, il accompagne le client sur ces autres sites que nous ne gérons pas, sur la maîtrise de la biodiversité et la préservation de la biodiversité. C'est vachement intéressant, comme quoi la bonne expérience collaborateur est venue nourrir une relation client. Alors, et derrière une expérience client de manière complètement différente. Et donc, c'est vraiment cette logique, c'est ce que disait Laetitia, il ne faut pas qu'il y ait de distorsion entre l'une et l'autre dans le côté promesse client ou dans le côté promesse employeur, parce que sinon, ça se sent et c'est là où on va ou perdre du client ou perdre des collaborateurs. Merci Stéphane. Arthur, dans la banque, comment on adresse un sujet aussi ambitieux, hein, comment ça se passe? Parce que ça fait là aussi, hein, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de collaborateurs. C'est un vaste sujet, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Nous, 99% de notre bilan carbone, c'est les projets de nos clients qu'on finance. On finance un immeuble pour un client. Le bilan carbone de cet immeuble rentre dans notre bilan carbone de la banque parce que c'est nous qui l'avons financé. Donc, on ne va pas dire qu'on va éduquer ce client-là spécifiquement à ne pas construire cet immeuble puisqu'il en a besoin de construire cet immeuble. Il veut habiter dedans, il a besoin d'y mettre sa famille. Ben voilà. En revanche, on va essayer de l'éduquer pour répondre à ta question à comment il peut faire pour être un peu plus décarboné, à le faire de manière intelligente, à faire de la compensation, etc. Nos collaborateurs, c'est un peu différent. Eux, ils ont, c'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, ils ont de plus en plus cette dimension-là à l'esprit et ils y font très attention. Mais pour répondre un peu autrement et en me basant sur une des questions là, qui est sortie sur qu'est-ce que veut dire l'expression expérience client. Et l'expérience client, la différence entre expérience client et satisfaction client, l'expérience client, c'est toutes les interactions qu'on a avec une entreprise tout au cours de notre vie. Donc, ça peut être une pub que vous voyez dans la rue, un échange au téléphone, un courrier que vous recevez ou un échange avec un collaborateur en agence. C'est ça qu'on va appeler l'expérience. Vous pouvez être satisfait d'une interaction et l'expérience, c'est l'intégralité de ces interactions les unes après les autres. Bon, bah, si je prends un exemple pour la transition et l'écologie, j'ai imaginé une offre qui est parfaite pour vendre un véhicule électrique, pour financer un véhicule électrique à un professionnel que j'accompagne. Je le finance s'il est électrique, s'il est produit dans de bonnes conditions, si le bilan carbone du véhicule est bon, il est sous les radars, qu'il est recyclé, etc., etc. Pour vendre ce financement-là, je le fais venir 3 fois en agence et je lui fais signer 50 pages d'un document. Et le client et le collaborateur, ils vont me regarder avec des grands yeux, ils vont me dire, mais attends, c'est pas du tout cohérent avec ta promesse. Que cette promesse soit une promesse client ou collaborateur. On dit qu'on veut faire quelque chose qui est décarboné, on finance quelque chose qui est censé être assez peu carboné, et pour autant, on dépense des kilomètres pour venir se voir et en tête-à-tête, et on signe des pages qu'il va falloir en plus garder plus tard, etc. C'est là où on essaie de faire attention et où je rejoins ce qui a été dit juste avant. Important, ça va être d'être cohérent tout au long de l'expérience qu'on va donner et qu'on ait les mêmes principes qui régissent l'expérience de nos clients et de nos collaborateurs. Et dans ce que tu dis, il y a être cohérent et aussi finalement responsabiliser chacun pour, lorsqu'on voit passer comme ça une incohérence, être en capacité de réagir et de dire bah, ça, c'est pas cohérent avec la promesse qu'on veut porter derrière aussi. Finalement, tu attends aussi de tes collaborateurs. C'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de faire. Ouais. Ouais, on essaye de le faire, hein, c'est de travailler sur la responsabilisation au sens où chacun se sent engagé dans le fait de faire remonter ces choses-là, le fait que chacun se sente libre de pouvoir le faire, parce que quelques entreprises, on ne se sent pas libre de remonter les dysfonctionnements. Et après, il faut qu'on soit au courant de qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui est de l'ordre du dysfonctionnement et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des collaborateurs qui n'ont pas en tête que faire venir 3 fois leurs clients à l'agence pour leur faire signer un truc,
c'est pas un problème. Donc là, c'est à nous de leur expliquer en quoi c'est un problème, à la fois parce que l'expérience pour le client est désastreuse, et à la fois parce que pour la planète, c'est pas non plus une bonne idée. Très bien, merci Arthur. Alors au passage, Arthur a répondu en effet à une des questions qui avait été posée par des participants sur la distinction entre expérience client, satisfaction client, expérience collaborateur, satisfaction collaborateur. Donc quand on parle d'expérience, on va parler en effet de l'ensemble des interactions qu'on peut avoir avec l'entreprise, que l'on soit client ou que l'on soit collaborateur. Et à chacune de ces interactions, on peut avoir une expérience plutôt positive ou plutôt négative. Et c'est là où on va parler de la notion de satisfaction. Alors, au-delà de ça, finalement, la question qu'on va se poser, c'est on met des moyens pour améliorer l'expérience collaborateur et ou l'expérience client. Est-ce qu'on est en capacité, finalement, de mesurer, lorsque j'investis, par exemple, si je reprends le cheminement dont parlait Stéphane tout à l'heure, mais lorsque j'investis sur l'expérience collaborateur, est-ce que j'ai moyen de mesurer en quoi c'est rentable sur l'expérience client in fine? Est-ce que je peux tracer un petit peu de bout en bout? Et du coup, Arthur, vu que je vais parler de retour sur investissement, je commence avec toi. Voilà, j'imagine que dans le secteur bancaire, c'est important de savoir si l'investissement que l'on fait d'un côté est rentable de l'autre. C'est compliqué de parler de ROI en euros. On peut parler de ROI en satisfaction aux différents moments de l'expérience, mais c'est compliqué de parler de ROI en euros. Ce qu'on fait plus, on va parler de risque à ne pas faire. Si j'ai des très bons produits, mais mon expérience est désastreuse, mes clients vont arrêter d'acheter mes bons produits. Si c'est pas agréable de venir dans mes agences, les gens vont arrêter de venir dans les agences. Et donc, je vais m'en rendre compte parce que l'attrition va augmenter. Je vais m'en rendre compte parce que je serai moins performant. Et donc, c'est plutôt un risque à ne pas faire plutôt qu'un ROI en euros. Il y a des sujets sur lesquels j'arrive à éventuellement dégager un ROI, c'est quand je compare mon expérience à celle de concurrents. Si je prends une néobanque qui, sur un périmètre très précis, un process hyper cadré, a une expérience qui est parfaite, c'est-à-dire que le client, il a exactement les informations, le strict minimum à renseigner et il a sa réponse dans les 5 minutes exactement sur ce qu'il voulait. Voilà, la néobanque, elle me dit, l'expérience parfaite, c'est ça. Et on a eu 1 million de clients de plus parce qu'on l'a faite, cette expérience parfaite, alors que c'est toi qui aurais dû les avoir sinon. Donc, mon ROI, ça va être de dire, je vais bosser mon expérience pour qu'elle soit le plus proche possible de cette néobanque-là et je vais lui repiquer les clients que j'aurais jamais dû perdre. Donc là, éventuellement, je peux aller chercher un ROI. Mais honnêtement, bosser un ROI d'une expérience client ou d'une expérience collaborateur en euros ou en sentiment d'appartenance, c'est toujours assez compliqué. On est d'accord, néobanque, pour être sûr que tout le monde est bien en tête, on va être sur une banque sans agence, sans contact physique essentiellement, qui va passer, c'est plutôt un pure player qui va passer par une application. C'est bien ça que tu es en tête, Arthur? Ouais, ça peut être une néobanque ou une fintech, une startup qui s'est montée sur la finance, sur un créneau sur lequel on n'est pas parfait. Il y en a pas mal qui se sont montés sur les paiements parce que tout le monde trouve ça compliqué de payer sur Internet ou d'utiliser sa carte ou machin. Là, ils se sont dit, là, l'expérience de la banque, elle n'est pas parfaite. Et moi, je vais proposer un truc parfait et je vais leur piquer les clients. Bon, là, le ROI, on l'a déjà perdu. Si les clients sont allés les voir eux, ils ne sont plus chez nous. Là, il va falloir qu'on bosse, nous, sur notre expérience pour aller les récupérer, ces clients. Et finalement, il vous donne un petit peu l'exemple à suivre. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, à la question, est-ce que les néobanques vous inquiètent? La réponse, sur le long terme, c'est souvent non. Parce qu'effectivement, ils nous montrent nos dysfonctionnements. Ils ne nous disent pas que tout le marché se fera via leur nouvelle technologie, puisque d'abord, ils ont des tunnels hyper fins de services, de produits qui correspondent à une frange hyper spécifique de population, qui consomme une partie hyper spécifique de produits. Mais ils nous disent, voilà, le meilleur, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est ce que nous, on est en train de faire. Donc, nous, on va bosser pour apporter l'expérience digitale qui soit la meilleure, la plus proche d'eux possible. Et toute l'expérience humaine que nous, on apporte, parce qu'on a 80 000 personnes dans les agences, parce qu'on est présent dans tous les petits villages de toutes les petites villes de montagne, etc., ça, jamais ils pourront nous rattraper. Ils ont beau avoir la meilleure expérience digitale, expérience humaine, zéro. Donc là, c'est à nous de nous débrouiller pour combler le vide, l'avance qu'ils ont prise et ils n'arriveront jamais à nous rattraper sur le côté. Merci. Laetitia, est-ce que tu as d'autres exemples? Arthur nous en citait un
Est-ce que tu en vois d'autres, toi, justement, où on arrive un petit peu à mesurer comment l'un influence l'autre et en quoi l'investissement initial peut être rentable de l'autre côté? Alors, ce que disait Arthur, c'est toujours difficile de mesurer l'impact de ces transformations, de ces investissements avec des indicateurs financiers. On est plutôt sur des indicateurs indirects de contribution au développement de l'entreprise. On va mesurer la satisfaction, toujours en miroir, la satisfaction client et la satisfaction collaborateur, la recommandation avec le NPS ou le INPS. On va mesurer Est-ce que tu peux juste nous repréciser, pardon Laetitia, NPS? C'est le Net Promoter Score. Donc c'est un calcul savant à la question est-ce que vous recommanderiez cette entreprise à votre entourage? Et on prend en général les notes de 8 à 10 et voilà, on fait une soustraction entre les promoteurs qui sont entre 8 et 10 et les détracteurs qui sont sur les plus petits scores. Et on a la même chose dans les baromètres employeurs en général avec le INPS, qui est une question autour de la fierté, de la recommandation aussi de l'employeur à son entourage. On va regarder aussi la croissance du portefeuille de clients ou du portefeuille d'employés, les taux de turnover ou d'attrition côté client. Moi, je pense que sur ces projets-là, ce qui compte surtout, c'est le portage managérial et le portage du top management. On voit très bien que les entreprises sur le marché qui ont vraiment lancé une transformation assez profonde de leur modèle de gouvernance, d'organisation, avec une expérience collaborateur vraiment centrée sur le client et orientée client. En général, c'est des entreprises, moi je pense par exemple à la Maïf, avec un Pascal Demurger, son patron assez emblématique, qui a apporté beaucoup son témoignage sur la méthode. Finalement, il était le premier convaincu, c'est lui qui a embarqué son COMEX pour ensuite embarquer toutes les strates managériales et ses collaborateurs pour poser un cadre qui permet justement de développer cette fierté d'appartenance, une certaine autonomie des collaborateurs, un modèle qui les responsabilise et qui, in fine, bénéficie et contribue à améliorer l'expérience des clients et faire en sorte de les fidéliser. La Maïf étant une des assurances qui a un taux une longévité de ses clients qui est assez importante, avec un modèle qui se veut désintéressé et qui cherche à justement servir les clients au mieux, avec des initiatives aussi, pour rejoindre la question de tout à l'heure, autour de la responsabilité sociale de l'entreprise avec des contrats d'assurance responsable, etc. Donc, je trouve que sur ces projets-là, sur l'investissement, il se mesure indirectement et il est surtout… alors, on sait que c'est des projets qui sont parfois difficiles à vendre au management. Et si ça vient de tout en haut, c'est souvent un gage de réussite parce que ça engage une politique très volontariste qui va justement s'affranchir de cette notion de rentabilité, en tout cas à court terme. Merci. Stéphane, tu es en phase avec ça, en fait, notamment avec cette notion de NPS plutôt que de ROI? Oui, complètement. Le ROI, très difficile à appréhender. Le NPS, nous, on le mesure chaque année. Je peux vous dire qu'on a fait une corrélation extrêmement forte. On est souvent sur des contrats pluriannuels. On a une corrélation extrêmement forte entre le taux de renouvellement de nos contrats et le NPS de nos clients. Dans les endroits où on a un bon NPS, on renouvelle plus majoritairement qu'ailleurs. Et la corrélation est parfaite, mathématiquement parlant. Donc, quelque part, c'est bien investir dans ce cadre-là. Et par rapport à ce que vient de dire Laetitia sur l'exemple de la Maïf, qui est assez intéressant, je vais vous partager aussi un exemple chez nous. On a des chauffeurs aussi dans la collecte de déchets industriels. Et dans la nécessité client d'aller vers plus de transparence, qui est vraiment notre volonté de pouvoir donner de manière permanente au client un accès sur lequel il sait quand est-ce qu'on est passé prendre la benne, quand est-ce qu'elle a été vidée, qu'est-ce qu'est devenu sa matière, où elle a été transformée, etc., qui est vraiment notre sens profond.
on s'est dit, on n'a pas d'autre moyen pour pouvoir donner cette information-là aux clients de manière instantanée que de rendre nos chauffeurs de collecte acteurs de ces actes. C'est eux qui vont venir et qui vont toper le moment où ils vont prendre la benne, qui éventuellement vont prendre la photo de déclassement parce que la benne elle est pas triée comme il faut, etc. Et ce qui est très amusant, ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça, c'est qu'on avait au niveau du management une très grande peur de la non-qualité faite par nos chauffeurs sur le sujet. Ça a été tout le contraire. Ça a été tout le contraire. Il y a eu de la part des collaborateurs un sentiment de fierté, et c'est là où je fais le lien avec la Maïf, d'être au milieu de cette information rendue aux clients de la part de nos chauffeurs. Alors la barrière numérique vis-à-vis de nos chauffeurs, c'est pas un sujet parce qu'ils ont tous des téléphones dans la poche. On s'est dit il va falloir qu'on les forme, qu'on les surforme. Les mecs ils ont adopté hyper facilement. Et derrière ils mettent un point d'honneur à dire attendez moi j'ai fait le job vis-à-vis des clients et j'ai un phénomène de fierté sur le sujet. Et on avait plus de crainte au niveau du management que les gars n'en ont eu à le faire sur le terrain. Et là, la nourriture de l'expérience collaborateur est extrêmement forte, le sentiment de fierté, la volonté de rester avec nous est complètement renforcée par ce changement qu'on a pu faire, nourri par l'expérience client à l'origine. Oui, en fait, ce qui est intéressant là aussi, c'est ce que tu disais, c'est que finalement, en essayant d'adresser l'un des deux en priorité, indirectement, vous êtes rendu compte que ça allait bien au-delà de vos attentes sur l'aspect notamment fierté du collaborateur qui participe. Exactement. Ça a été le cadeau. Là où on avait des craintes, en fait, on a eu un cadeau de la part de nos collaborateurs qui ont complètement renforcé leur sentiment d'appartenance, et vraiment de se dire, je suis un maillon important dans ce qui se passe pour les clients et c'est le client qui me nourrit. Et beaucoup plus, et sans même qu'on ait besoin de le dire, c'est le client qui vous nourrit. Non, mais attendez, moi, le client, c'est important aussi pour moi. Et ça a été vraiment extrêmement riche et une belle surprise pour le management qui s'est dit, mince, je devrais peut-être d'ailleurs davantage m'appuyer sur mes cols bleus. À méditer. Alors, on arrive sur une dernière question de synthèse un petit peu de tout ce que l'on s'est dit jusque-là. À partir du moment où on se dit que c'est deux faces d'une même pièce, que les deux sont importants, que les deux s'alimentent, qu'il y a un aspect vertueux, comment on s'assure que la promesse client, la promesse collaborateur ou promesse employeur sont bien alignées pour ne pas retomber dans l'exemple dans les exemples que vous avez pu donner plutôt négatifs au début de nos échanges. Comment on s'assure de l'alignement entre les deux, puisque les deux sont de face d'une même pièce. Laetitia, c'est à toi, ta recette miracle. Je vais vous décevoir, j'ai pas de recette miracle. J'ai plutôt un constat, c'est qu'on est toujours sur une ligne de crête qui est très 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 fine et c'est jamais évident. Moi, j'ai peut-être un conseil, c'est attention aux fausses bonnes idées. Je pense que de mon expérience, j'ai déjà vu plusieurs projets qui, sur le papier, étaient très prometteurs, autant pour les collaborateurs que pour les clients. Et parfois, en fait, parce qu'on a peut-être sous-estimé l'impact ou réduit le champ de réalisation, on a eu plutôt un rejet de la solution et finalement peu de bénéfices, voire pas du tout pour les clients et les collaborateurs. J'ai un exemple en tête. Beaucoup d'entreprises se sont lancées dans des travaux de développement de solutions qui permettent de traiter les emails des clients en moins de 48 heures. Arthur le saura, je pense que le mail est le pain point des conseillers de clientèle bancaire depuis plusieurs années, parce qu'un client il fait son mail depuis son canapé le soir, mais que si l'agence est fermée le dimanche et le lundi, le conseiller ne pourra le voir que le mardi. Donc il y a eu plusieurs initiatives pour essayer de développer des solutions qui permettent de répondre aux clients le plus rapidement possible, de lui apporter une réponse. Sauf qu'un message, c'est jamais très, très simple. Un client peut avoir plusieurs demandes dans le même message. Si on ne répond qu'à une seule de ces demandes, ça ne va pas le satisfaire. Un message, il peut avoir tout un historique d'échanges déjà préliminaires avec le conseiller, qu'une machine n'aura pas forcément
capacité à interpréter et à traduire dans une réponse. Donc cela, de la même façon, ça peut créer de l'incompréhension, voire de l'insatisfaction chez le client. Et donc, malheureusement, en tout cas de l'expérience que j'ai pu avoir à mon niveau, parfois ça va créer un rejet de la solution par les conseillers eux-mêmes qui n'y voient pas de temps gagné finalement, ou qui voient plutôt de la dégradation dans leur relation avec le client, et donc qui vont faire en sorte de la contourner. J'ai un autre exemple, par exemple, il y a quelques années, on pensait avoir trouvé une solution pour faciliter la prise de rendez-vous en agence. Malheureusement, si les paramètres prévoient des rendez-vous d'1 heure qui peuvent s'enchaîner toute la journée, des questions posées aux clients sur le motif de ce rendez-vous qui sont trop limitées et qui ne permettent pas au conseiller de bien préparer ce rendez-vous, finalement, le jour où le client se présente, le conseiller ne sait pas vraiment pourquoi il se voit, n'a pas eu le temps de préparer et l'entretien peut partir déjà sur de mauvaises bases. Donc finalement, dans ces deux situations-là, le bénéfice client, le bénéfice collaborateur, il est proche de 0, voire il peut entacher la relation. Donc dans ce genre en tout cas dans ce genre d'initiative, je pense qu'une des clés ou une façon de s'en prémunir, c'est de travailler aussi en co-construction, c'est associer les collaborateurs les plus proches du terrain possible, voire idéalement même les clients, dans ces projets-là, faire en sorte de bien identifier leurs besoins, bien comprendre leur situation de travail pour construire des solutions qui leur correspondent tous et faire en sorte que les solutions soient aussi adoptées le plus aisément possible. Et dans ce genre, associer en tout cas des collaborateurs dans ce type de projet, dans la co-construction, ça contribue aussi à la valorisation du collaborateur. À mon avis compte, le projet travaille avec moi et pour moi, et moi je suis en train d'améliorer l'expérience de mes clients et de mes collègues. Et ça, c'est aussi un moyen de valoriser le collaborateur et son sentiment de fierté, son utilité dans l'organisation. Merci, ça rejoint parfaitement l'exemple que nous donnait Stéphane à l'instant. Et finalement, Stéphane, alignement promesse client, alignement promesse collaborateur, j'ai presque le sentiment que c'est un facteur clé de succès de Veolia, en fait, de ce que tu nous disais. Nous, chez Veolia, on a la grande chance d'avoir, en fait, de par la nature même de notre activité, de travailler à la transformation et apporter des solutions pour la planète. C'est un facteur d'aimant extrêmement fort pour les collaborateurs. Moi, j'ai un neveu qui travaille dans l'industrie de l'armement. J'ai jamais discuté avec lui sur ce qu'on lui promet, sur sa promesse employeur. On doit davantage lui vendre une carrière qu'on doit lui vendre un sens profond de l'entreprise, quoi. Hein. Bon, c'est à titre d'exemple, mais nous, on est facilité par ça. Mais facilité nous oblige à une exigence renforcée. C'est-à-dire que tout effet de distorsion, tout élément qui va faire qu'un collaborateur va dire mais attends, non, mais là, je comprends pas qu'on en soit que là, parce qu'on a aussi notre histoire, on a 160 ans d'histoire maintenant, tout n'est pas encore parfait, et puis le monde évolue très vite. Et puis il y a des matières aujourd'hui, par exemple, qu'on ne sait pas transformer. Techniquement, on saurait le faire, mais il n'y a pas le modèle économique pour le faire. Puis il y a des collaborateurs qui disent c'est pas grave, même si on perd de l'argent, il faut qu'on le fasse pour la planète. L'arbitrage, il n'est pas si simple, parce qu'on va quand même pas sur nos propres deniers, si les clients sont pas prêts à payer, nous à assumer le sujet. Donc là, parfois, on a quand même des complexités sur ce sujet-là. Mais au fond, ce qui réconcilie, c'est vraiment la notion de vérité ou d'honnêteté. C'est-à-dire que tant que les choses ne sont pas fake, elles sont entendables, elles peuvent être expliquées, de dire voilà dans l'histoire, et c'est vrai sur l'expérience client et c'est vrai sur l'expérience collaborateur. En revanche, dès qu'on commence à faire un peu de pipeau sur ce qu'on est en train de faire ou je sais pas quoi, on se reprend toujours la porte dans la figure. Donc maître mot là-dessus, c'est walk the talk. Hein. Arthur, d'accord avec ça? Je te laisse rebondir sur ce que a dit Stéphane. Bien sûr, je partage. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Je mettrais d'ailleurs un petit point d'attention. Il est fini le temps où on pouvait raconter des choses différentes à nos collaborateurs et à nos clients. Tout ce qui se dit dans l'entreprise est connu à l'extérieur de l'entreprise et tout ce que nous disent nos clients est su des collaborateurs. Donc, de toute façon, aligner nos discours, c'est une nécessité. On n'a plus tellement de choix.
Et après, pour revenir sur ce que disait Laetitia, en fait, je pense qu'on a une solution miracle pour que ça marche et pour que ce soit aligné. Et t'en parlais un peu, Laetitia, le fait, nous, maintenant, tous nos parcours, ils sont construits avec nos clients et avec nos collaborateurs et toujours avec la double vision. C'est-à-dire, on construit un parcours, n'importe quoi, un parcours habitat pour faire un crédit habitat avec un client. On crée le parcours avec le persona client et avec le persona collaborateur qui va vendre ce parcours-là. Et on se concentre sur les deux. Et là, en faisant ça, on est sûr que nos messages sont alignés, puisqu'en fait, on a les deux facettes du parcours côté client et côté collaborateur, et on s'assure que c'est le même message qu'on fait passer au fur et à mesure du parcours. Donc, là-dessus, les solutions miracles, elles existent. En revanche, c'est un peu plus d'investissement. Il faut aller écouter les clients, il faut aller écouter les collaborateurs. Il ne faut pas faire le process en se disant qu'est-ce qui m'arrange moi, qu'est-ce qui va être le plus simple pour moi, mais qu'est-ce qui est intéressant pour le client, qu'est-ce qui va être facile pour le collaborateur. Et oui, c'est de l'investissement. Mais en revanche, la solution miracle, elle est là. Il suffit de travailler pour eux et pas pour nous. Petite question bonus du coup sur la promesse employeur justement, Arthur. Avec la crise sanitaire, les banques, on va dire, pas les néobanques, hein, les banques plus traditionnelles ont découvert le travail à distance. Et est-ce que vous êtes confronté aujourd'hui au fait de devoir convaincre certains collaborateurs de revenir sur site et finalement, est-ce que ça vient de challenger la promesse employeur? Est-ce que ça vient de challenger la promesse employeur? Alors oui, on a des soucis. C'est pas toujours simple de faire revenir les collaborateurs sur site après la période Covid, notamment parce qu'on a une partie de nos activités qui s'effectuent vraiment dans des bureaux et on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée à revenir sur site alors que je peux tout faire depuis chez moi. Là, je pense qu'au global, on se trompe de combat. On cherche des moyens d'obliger nos collaborateurs à revenir sur site par la contrainte, alors que, exactement ce que je viens de dire, il faudrait refaire le process dans l'autre sens. De quoi a besoin le collaborateur? Qu'est-ce qui va lui donner envie de revenir? Pourquoi est-ce qu'il viendrait chez nous sur site plutôt que de rester confortablement dans son canapé? Aujourd'hui, on est dans le mauvais sens. Il faut qu'on fasse la révolution dans l'autre sens en se disant comment je me débrouille pour que mon client, le collaborateur, il a envie d'acheter mon produit, une vie sur mon siège dans l'entreprise au sein d'une équipe. C'est comme ça qu'il faut bosser. Il ne faut pas le faire par la contrainte, sinon tout se sert à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, ils vont arrêter de venir. Très clair. Merci. Et finalement, pardon, si tu me permets un mot, nous, on est exactement à l'inverse, mais pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que comme on a des travailleurs de la deuxième ligne qui ne sont pas par nature télétravaillables, on demande par expérience, on demande à nos collaborateurs d'être en présentiel de façon à ce qu'on ait une exemplarité de tout le monde sur le sujet, de façon à ce qu'on fasse unité au sein de l'entreprise vis-à-vis des clients. Et c'est notre motif principal. Alors, ça met certains sous la contrainte, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est bien la communauté des collaborateurs qui est au service de ses clients, même si on est dans un travail de bureau. Merci Stéphane. Et donc, du coup, ce que je retiens là de ce dernier round d'échange, finalement, l'envie, c'est un peu le moteur commun dans les deux cas. Promesse client, promesse collaborateur, c'est donner d'un côté envie de revenir travailler avec nous, acheter nos services ou nos produits, et de l'autre, de rejoindre l'entreprise et d'y rester. Un grand merci à tous les trois. Merci Laetitia, merci Arthur, merci Stéphane, merci à Judith également pour son soutien pour l'organisation et l'animation de ce webinaire. Un grand merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, il y a d'autres thématiques dans le cadre de cette semaine de la transformation, d'autres webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire également et à participer. Et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Et comme le disait Laetitia, c'est un peu pareil avec les réunions Teams, ça s'enchaîne. Donc vous allez pouvoir tranquillement aller, vous avez 1 minute pour rejoindre votre prochaine réunion Teams. Un grand merci, à bientôt. Merci. À bientôt, bonne journée à tous. Merci, au revoir.